Et l'idée, en effet, c'est de sortir du dépistage de masse, où on fait la même chose pour tout le monde, vers le dépistage personnalisé, où on pourrait stratifier la population de femmes en fonction de leur risque. Il faut bien comprendre que le mécanisme d'action de l'immunothérapie, c'est l'idée que la cellule cancéreuse, la première chose qu'elle fait, c'est d'envoyer des signaux aux cellules du système immunitaire pour dire « T'inquiète pas, je suis gentil, surtout ne te réveille pas, je suis gentil ». D'accord ? Et donc le système immunitaire reste silencieux à l'attaque par les cellules cancéreuses. Alors l'immunothérapie, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, elle empêche le signal lancé par la cellule cancéreuse d'arriver, et donc le système immunitaire va, entre guillemets, reconnaître la cellule cancéreuse comme mauvaise et va développer une forme d'attaque. Alors le terme agressif, ça fait toujours un peu peur. Le terme agressif, ça n'a pas une valeur pronostique, c'est une valeur surtout pour déterminer le traitement. À un cancer agressif, c'est un cancer qui prolifère plus rapidement, et donc on doit réagir de manière agressive. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Bienvenue dans le deuxième podcast Littératie en santé avec le docteur Daphné Kint, oncologue médical à l'Institut Jules Bordet. La semaine dernière, nous avons parlé de tous les traitements qui accompagnent la chirurgie. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le cancer du sein, enfin, les cancers du sein. Car il n'y a pas qu'un seul cancer du sein, il y en a plusieurs. Et il est vrai qu'avant de débarquer dans ce monde du cancer, on ne le réalise pas vraiment. Daphné prendra le temps de nous expliquer les différents cancers du sein de manière hyper simple. Pourquoi est-il important de connaître le type de cancer du sein ? Car cela détermine le type de traitement adéquat. Nous avons passé en revue les différents traitements en fonction des différents types de cancer du sein et nous avons fait un focus particulier sur le cancer du sein triple négatif et l'immunothérapie qui est une belle avancée thérapeutique. Nous avons remis de l'ordre dans les idées reçues par rapport au triple négatif. Est-il plus difficile à soigner ? Y a-t-il moins d'options de traitement ? Est-il plus agressif ? Touche-t-il plus les femmes jeunes ? Quels sont tous les traitements possibles ? Nous avons aussi parlé de dépistage personnalisé et des avancées spectaculaires de la recherche. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, si vous avez des questions par rapport à votre protocole et à vos traitements, n'hésitez surtout pas à en parler à votre oncologue afin qu'il puisse vous rassurer. Je vous souhaite une bonne écoute et je remercie chaleureusement Daphné pour ses enseignements transmis avec douceur et si accessibles à tous. Cet épisode vous est rendu possible grâce au soutien de MSD. Bonjour Daphné. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien précis, mais je vais te demander, toi, d'expliquer le sujet en tes mots simples, et puis après, je te demanderai de te présenter. Alors, si j'ai bien reçu tes consignes, l'idée d'aujourd'hui, c'est d'aborder le cancer du sein, mais un sous-type particulier qu'on appelle le triple négatif. Et donc, si tu me demandes d'expliquer qu'est-ce que le triple négatif, c'est parce que c'est un cancer du sein au niveau duquel on ne retrouve pas 3 récepteurs qui justifient certains types de traitements. Et donc, c'est vraiment un sous-type particulier. Et si on veut tout de suite rentrer dans les chiffres, c'est plus ou moins 15% des cancers du sein. Ok, alors tu sais, maintenant, tu vas juste te représenter très rapidement et puis après, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors, moi, je suis oncologue médicale au niveau de la clinique du cancer du sein à l'Institut Jules Bordet. Et depuis plus de 10 ans. Daphné, c'est vrai que ce sont tous des mots qu'on entend au début, hormonodépendant, triple négatif, ça paraît HER2 positif. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer donc dans des mots simples ce qu'est un triple négatif ? Donc, tu nous as dit 15% des cancers du sein. Alors, il est vrai que pour nous, c'est important de, dès le début, catégoriser face à quel type de cancer du sein nous sommes, pour la simple et bonne raison que ça va déterminer tout le traitement. Okay. Donc,
jusqu'à pas très longtemps, jusqu'à un gros 20 ans, on traitait le cancer du sein de manière assez similaire. Aujourd'hui, on l'a divisé en plusieurs catégories et en fonction des catégories, ça justifie un traitement. Tu peux nous faire les différentes catégories, oui, comme ça va. Alors, d'abord, on regarde, donc c'est basé sur des caractéristiques de la tumeur, et donc on regarde si elle possède des récepteurs hormonaux. Et donc les récepteurs hormonaux, c'est des récepteurs aux hormones sexuelles, il y a les récepteurs aux œstrogènes et les récepteurs à la progestérone. C'est-à-dire que la cellule tumorale, en fait, elle possède des récepteurs à ces hormones sexuelles, et donc c'est grâce à ces hormones sexuelles qu'elles peuvent se développer, que la cellule cancéreuse peut se développer. Elle possède on va regarder une troisième catégorie de récepteurs, qui est les récepteurs à la protéine nœud, HER2. Ok. Il existe donc du coup 3 catégories de récepteurs qu'on va vérifier si la cellule tumorale les possède à sa surface ou pas. Ok. Et en fonction de ça, ça va déterminer nos traitements. Et donc il y a des cellules tumorales qui vont présenter des récepteurs aux hormones, donc aux œstrogènes et à la progestérone, ou que aux œstrogènes. C'est rare que ce soit que à la progestérone. Ça, c'est la catégorie des cancers du sein hormonosensibles. Pourquoi hormonosensibles ? C'est qu'ils vont être sensibles à ce qu'on appelle, malheureusement un mauvais vocabulaire, mais à l'hormonothérapie. Oui. Donc, c'est des cancers qui vont être sensibles à l'hormonothérapie. Et puis, il y a les cellules cancéreuses qui présentent à leur surface ces récepteurs à la fameuse protéine nœud, HER2. Et eux, ils vont être sensibles à une thérapie ciblée qui existe depuis maintenant plus de 20 ans, qui a changé tout le paysage de ce sous-type de cancer du sein, qui est l'herceptine. Voilà. Et donc, ce sont des cancers qui sont réactifs à ces traitements-là. Et puis, il y a les cellules cancéreuses du cancer du sein qui ne possèdent ni des récepteurs aux hormones sexuelles, donc ni des récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone, ni des récepteurs à la protéine nœud. Et donc là, c'est ce qui fait parfois faussement peur, c'est qu'on se dit « Ouh là là, mais alors à quel type de traitement ils sont réactifs ?» Et donc, c'est vrai que ce sont des cancers qu'on traite toujours par chimiothérapie et que par chimiothérapie. Donc, triple négatif, c'est toujours chimiothérapie. Toujours chimiothérapie. Alors, j'ai beaucoup de questions par rapport au triple négatif. Donc, puisque tu disais que c'était d'office de la chimiothérapie pour les cancers du sein triple négatif, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des traitements de ce type de cancer et aussi la perception qu'on a? On entend plus tu as un triple négatif, c'est beaucoup plus agressif, ou moi aussi quand j'ai été diagnostiquée, ma gynécologue m'a dit tu as un hormonodépendant, c'est une très bonne nouvelle. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette perception qu'il y a autour de l'hormonodépendant, le triple négatif, voilà. Alors tout d'abord pour la première partie de ta question et le type de traitement, j'ai dit que c'était des cancers qui étaient donc traités uniquement et seulement par chimiothérapie. Il faut bien souligner que depuis quelques années, en tout cas une grosse année maintenant, on a le droit au remboursement en Belgique. Le triple négatif est également traité dans la partie curative par de l'immuno dans une grande partie des cas. Et donc ça a beaucoup changé le paysage de ce type de cancer, c'est l'ajout de l'immunothérapie. Encore une fois, dans certaines caractéristiques. Oui, voilà. Mais ça, je pense qu'on y reviendra sur l'immuno. Oui. Par rapport à ta question de la perception, il est vrai, et c'est quelque chose que je dis souvent aux patientes qui font face à ce diagnostic, c'est que c'est des cancers qui ont une caractéristique particulière, c'est qu'ils sont très agressifs. Alors le terme agressif, ça fait toujours un peu peur. Le terme agressif, ça n'a pas une valeur pronostique, c'est une valeur surtout pour déterminer le traitement. À un cancer agressif, c'est un cancer qui prolifère plus rapidement, et donc on doit réagir de manière agressive, et donc on doit donner de la chimio. Même si le cancer est petit, comme c'est très agressif, ça veut dire que ça prolifère vite, et surtout, ça veut dire que ça répond extrêmement bien à la chimio. Donc moi, ce sont des cancers au niveau duquel on retrouve beaucoup plus, par exemple, de réponses complètes à la chirurgie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est des cancers au niveau duquel, très souvent, on fait des traitements avant d'opérer. Dans la plupart des cas ? C'est une question de taille. Donc, okay. Dès que ça dépasse 15 à 20 mm, on préconise de commencer par un traitement néoadjuvant, c'est-à-dire avant d'opérer. Alors, j'imagine aussi que comme c'est très agressif, vous voulez le plus vite possible attaquer avec la chimio. Exactement. Voilà, ok. Exactement, ça fait partie, si on a des délais opératoires trop longs, bon, ça c'est des cas très particuliers, on commencerait, oui, par la chimio. Okay. Et donc, à cancer agressif, c'est-à-dire avec un indice de prolifération élevé, c'est souvent des grades 3, pour ceux qui ont dû faire face à cette maladie, c'est des termes auxquels ils sont plus familiers, c'est souvent des grades 3, des KI67, c'est-à-dire des indices de prolifération qu'on donne en pourcentage plus importants, et donc ce sont des cancers qui répondent très bien à la chimio. La chimio, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle attaque les cellules à reproduction rapide.
Donc plus la cellule a une reproduction rapide, plus la chimio est efficace. Et c'est pour ça que ça explique pourquoi la chimiothérapie fait perdre les cheveux, parce que les cellules des cheveux sont des cellules à reproduction rapide. Pourquoi la chimiothérapie diminue le taux de globules blancs, parce que dans la moelle osseuse, c'est des cellules à reproduction rapide. Donc c'est vraiment le principe même de fonctionnement de la chimio qui est très efficace dans ce sous-type de cancer. Alors là, finalement, on entend, il y a moins d'options de traitement. Le fait qu'il y ait moins d'options de traitement, c'est une réalité. Par rapport au cancer du sein hormonodépendant, et alors même c'est ça aussi. Au cancer du sein nœud amplifié, parce que les nœuds amplifiés, on a toute la panoplie de thérapies ciblées. Ok, d'accord. Puis il y a l'Herceptine et aujourd'hui maintenant le Perjeta. Alors Daphné, donc il y a l'immunothérapie quand même. Hein. Donc tu parles de l'immunothérapie. Donc on l'utilise seulement si on donne le traitement avant d'opérer. Ok. C'est un traitement qui est combiné à la chimiothérapie. Il faut bien comprendre que le mécanisme d'action de l'immunothérapie, c'est l'idée que la cellule cancéreuse, la première chose qu'elle fait, c'est d'envoyer des signaux aux cellules du système immunitaire pour dire « T'inquiète pas, je suis gentil. Surtout, ne te réveille pas, je suis gentil. » D'accord ? Et donc, le système immunitaire reste silencieux à l'attaque par les cellules cancéreuses. Alors, l'immunothérapie, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, elle empêche le signal lancé par la cellule cancéreuse d'arriver. Et donc, le système immunitaire va, entre guillemets, reconnaître la cellule cancéreuse comme mauvaise et va développer une forme d'attaque. Donc, en fait, on stimule le système immunitaire. Donc, en fait, non. On lève l'inhibition que la cellule cancéreuse donne au système immunitaire. On lève l'inhibition que la cellule cancéreuse est soi-disant gentille, quoi. Voilà, exactement. Okay. Donc on lève l'inhibition du signal de la cellule cancéreuse qui met le système immunitaire au repos. Alors moi, je reviens sur quelque chose que tu as dit. Donc l'immuno est combiné à la chimio en néoadjuvant. Mais pourquoi est-ce qu'on fait pas toujours du néoadjuvant avec de l'immuno ? Parfois, c'est à cause Parce que les cancers du sein triple négatif tout petits, eh bien on peut tout à fait se permettre d'opérer d'emblée et puis de donner une chimiothérapie adjuvante. Ok. Donc évidemment, la taille est importante pour nous, l'envahissement ganglionnaire. Et donc, ce sont des facteurs pronostiques qui jouent. Ça, c'est comme tous les cancers, de même que les luminaux, de même que les nœuds amplifiés. Il y a des caractéristiques cliniques qui sont plus ou moins en faveur et qui ont un impact sur le pronostic, c'est-à-dire la taille initiale, l'envahissement ganglionnaire et puis, à la fin, la réponse au traitement. Ok. Quand on fait du traitement néoadjuvant. Alors, une petite question... Il y a quand même plus de femmes jeunes qui sont touchées par ce type de cancer, ou pas ? Dans les statistiques, on retrouve ce type de cancer à tous les âges. Il est associé, dans 15% des cas, il est associé au cancer héréditaire et à une mutation génétique du gène BRCA1. BRCA1, on dit. Oui. BR pour breast, ça en anglais, CA pour cancer. Donc c'est le gène du cancer du sein. Quand il est défectueux chez une femme, elle est plus à risque de faire un cancer du sein, plus jeune et le plus souvent de type triple négatif. Ok. Et pour en revenir, pour faire une comparaison aux médias, c'est par exemple le défect génétique que portait Angelina Jolie. Enfin, que porte Angelina Jolie. Et c'est la raison pour laquelle, en prévention de faire un cancer du sein, en particulier de type triple négatif, elle a enlevé ses deux seins. Elle a choisi... On peut avoir le BRCA1 et avoir quand même un hormonodépendant. Hein. Très rarement. Ah, ok. Donc le BRCA1 est lié au développement de cancers agressifs jeunes de type triple négatif, le plus souvent. Et une petite question, donc puisqu'il est très agressif, est-ce que souvent les femmes ont une invasion ganglionnaire quand elles arrivent ? C'est sûr que la genèse du cancer hormonodépendant est différente que la genèse des cancers de type triple négatif. Souvent, dans l'interrogatoire, dans le triple négatif, la femme va dire que en fait, la boule est apparue très rapidement. Et qu'elle l'a senti en fait très vite. Et même au niveau de l'imagerie, le cancer du sein triple négatif est une boule très régulière, dure et ronde. Le cancer du sein hormonodépendant peut avoir une imagerie un petit peu plus... la genèse est différente. C'est parfois des femmes qui ont eu une mammo l'année d'avant où on voyait rien, et l'année d'après on voit quelque chose de plus étendu, mais c'est parfois une présentation un petit peu plus frustre. Le triple négatif, c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, c'est clair, c'est rapide,
c'est dur et c'est quelque chose d'un petit peu plus... Mais donc, il n'y a pas plus souvent des retards de diagnostic puisque c'est un cancer plus chez les jeunes, très rapide, ou justement ça se sent assez fort. Je ne sais pas répondre scientifiquement à cette question, mais je pense que donc nous, on a une chance d'avoir accès à un système de santé assez efficace. Et donc, c'est vrai qu'une jeune patiente qui se palpe une boule au niveau du sein, elle peut être normalement prise rapidement en charge dans une clinique de sénologie. Et puis, si c'est un cancer en oncologie, je ne pense pas spécialement qu'il y ait plus de retard de diagnostic dans les triples négatifs que dans les hormonosensibles. J'aurais presque tendance à dire que c'est peut-être même l'inverse. Mais parce qu'en fait, sur les réseaux, il y a eu pas mal de mouvements, en fait, des triplettes, comme en France notamment, en disant qu'il y avait, peut-être que c'était pas, ils pouvaient pas généraliser non plus, mais qu'il y avait plus de retard parce qu'en fait, c'était des femmes jeunes et qu'elles allaient moins se faire dépister, puis qu'elles n'étaient pas toujours prises au sérieux, et que c'était, on n'imaginait pas tout de suite un cancer. Et donc, c'est vrai que tous ces mouvements, ils disaient, mais il faut dépister les femmes beaucoup plus jeunes. Mais qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Alors, ça reste quand même rare aussi. Oui, il est tout à fait vrai que ce sont des cancers qui, dans une population jeune, la première chose, quand on a une boule au sein, le médecin n'a pas envie de penser que c'est un cancer, bien ça sûr. C'est sûr. Oui. Mais que ce soit un hormonosensible ou un triple négatif, chez une femme jeune, c'est toujours un petit peu particulier. Et on a des femmes jeunes, elles ont toutes un début d'histoire différente. Il y en a dont le médecin a été très vite réactif, il y en a dont l'entourage a été très vite réactif, il y en a qui se sont voilés la face en disant non, on m'a dit que c'était rien, puis finalement, voilà. Oui, on donc, entend à votre âge, c'est certainement pas ça, voilà. Il y a un peu de tout. Alors, dans l'idée de dépister plus jeune tout le monde, je trouve que le dépistage aujourd'hui évolue énormément, et ça doit être vraiment une information importante. Et l'idée, en effet, c'est de sortir du dépistage de masse, où on fait la même chose pour tout le monde, vers le dépistage personnalisé, où on pourrait stratifier la population de femmes en fonction de leurs risques. Et donc, que ce soit sur base de caractéristiques génétiques, comme par exemple le fait qu'elles soient porteuses d'un défect génétique qui les mette plus à risque de cancer du sein, ça c'est évidemment la caractéristique avec le risque le plus élevé, ou que ce soit des femmes qui justement, avec un risque extrêmement bas, au niveau duquel on pourrait imaginer ne faire des mammographies que tous les 4 ans à partir de 50 ans, parce que aucune histoire familiale, une densité mammaire extrêmement basse, des caractéristiques personnelles qui n'est pas en faveur de développer un cancer du sein. Donc l'idée, plutôt que de dire on devrait tester toutes les femmes beaucoup plus jeunes, j'insisterai plus sur le fait de dépister les femmes avec le réel risque, et donc de pousser de plus en plus les femmes à se mettre dans des catégories de risques. Et là, c'est tout un débat. Mais comment est-ce que tu vois concrètement les choses alors? En fait, c'est que la population soit beaucoup plus testée d'un point de vue génétique ou... Oui, donc ça, c'est toute une étude qu'on met en place. Il y a une étude au niveau international qui s'appelle MyPEPS, My Personalized Breast Screening. Donc ça, c'est une étude menée entre autres en France, mais donc qui a une population internationale. Et l'idée, c'est donc par des caractéristiques cliniques, polygénique et génétique, de mettre les femmes dans une catégorie de risque. Et il y a 4 catégories de risque, au niveau duquel les âges pour commencer le dépistage et le type de dépistage seraient différents. Et la fréquence. Donc, est-ce que c'est tous les 6 mois? Est-ce que c'est tous les ans? Est-ce que c'est tous les 2 ans? Est-ce que c'est tous les 4 ans? À partir de quel âge? Et par quelle technique? Est-ce qu'on fait que une écho-mammo? Ou est-ce qu'on ajoute la résonance magnétique mammaire, par exemple? Donc voilà, donc on s'oriente quand même vers ça. Oui. Alors, tu parles du BRCA1 et dans le cas du BRCA2? Dans la majorité des cas, c'est plutôt des cancers du sein hormonosensibles. Il y a une petite proportion des BRCA2 qui fait aussi des triples négatifs. Ok. Alors Daphné, on va reparler un tout petit peu des traitements habituels dans le cadre du cancer du sein triple négatif. Qu'est-ce que tu peux nous dire encore? Donc, il faut bien contextualiser qu'ici, on parle du cancer du sein triple négatif dans un contexte curatif, pas dans le contexte métastatique qui est une toute autre histoire. Mais donc, dans le contexte curatif, c'est vrai qu'on a la chimio, on l'a dit, principalement en néoadjuvant dès qu'il y a des caractéristiques comme la taille ou l'envahissement ganglionnaire. Et puis, on a l'immuno, qu'on peut donner en tout 1 an, 1 année. Et puis, il faut savoir qu'on a quand même des traitements de rattrapage. Quand la chimiothérapie néoadjuvante n'a pas été suffisante, si on n'a pas de réponse complète à la chirurgie, s'il reste encore quelque chose, on se dit que on n'a pas d'hormonaux, on n'a pas de thérapie ciblée,
On a maintenant l'immuno qu'on maintient pendant 1 an, mais on veut quand même, la guérison c'est une fois, hein, donc c'est important donc d'aller jusqu'au bout de ce traitement néoadjuvant, adjuvant, donc de tout ce qui est autour de ce diagnostic initial. Et donc on peut continuer les traitements avec de la capecitabine, du Xeloda, pendant 6 mois. Ça, c'est de la chimiothérapie orale. C'est pas de l'immuno, hein, c'est ça ? pas de l'immuno, mais Okay. qu'on va donner après la chirurgie, s'il reste encore de la tumeur. Donc, il y a les chimios classiques, donc de EC, de Taxol, Oui. avec l'immuno. Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? Donc, quand on vient à l'hôpital, on a tout en même temps, quoi. Les Tout en même chimios temps. plus l'immuno. Plus l'immuno, oui, c'est le même. Et c'est le même rythme ? C'est le même schéma. C'est une bonne question parce que quand l'étude a été initiée, donc c'est un schéma toutes les 3 semaines et le plus souvent, pour ceux qui connaissent le sujet, c'est pas tout à fait la même chose que la EC Taxol. Voilà, exactement. Donc quand c'est avec le Taxol, on le donne 1 semaine sur 3. Le Taxol, c'est toutes les semaines et l'immuno 1 semaine sur 3. Quand c'est avec les anthracyclines, le EC, fameux EC, souvent dans les triples négatifs, on donne le EC sur un schéma dose dense. Encore une fois, pour répondre à cette fameuse question de l'agressif. Comme le cancer est agressif, on va donner la chimiothérapie sous un schéma plus dense. C'est-à-dire qu'au lieu de la donner toutes les 3 semaines, les anthracyclines, on va la donner toutes les 2 semaines, avec cette fameuse petite piqûre le lendemain pour stimuler les globules blancs, etc. Et ça, alors du coup, comme l'immuno se donne toutes les 3 semaines, on est un peu décalé. Ben oui. Voilà. Alors, dans l'absolu, en termes purement pratico-pratiques, maintenant ça fait quelque temps qu'on le fait, ça justifie une visite en plus à l'hôpital pour l'immuno seul, si on garde le schéma tri-hebdomadaire, donc toutes les 3 semaines. On a des collègues qui font un schéma toutes les 6 semaines. Et là, ça colle avec les anthracyclines qu'on donne toutes les 2 semaines. Donc, c'est un peu... on donne toutes les 3 ou toutes les 6 semaines l'immuno. Mais donc, c'est quand même nettement plus lourd comme traitement, parce qu'il y a non seulement la chimio et en plus l'immuno. Quels sont les effets secondaires de l'immuno ? Alors, l'immuno, c'est un traitement globalement bien toléré, mais qui a un paysage d'effets secondaires, panoplie d'effets secondaires très différente de la chimio. Ça n'a rien à voir, en fait. On va avoir des effets secondaires auto-immunitaires, c'est-à-dire que le risque, c'est que le système immunitaire s'emballe. Et donc, le principal organe qui est touché par un système immunitaire qui s'emballe, c'est la thyroïde, par exemple. On peut développer une hépatite auto-immune. On peut développer... Et assez rapidement, après le début du traitement ou... Ça dépend, oui. Et c'est rare, quelle est la prévalence ? C'est assez rare ou c'est quand même bien toléré ? Au niveau dermato aussi, au niveau dermato aussi, tout ce qui est rash, tout ce qui est rash cutané, tu vois, toutes ces choses vraiment liées à l'allergie, quoi, tout ce qu'on appelle un peu l'allergie au niveau dermato. Oui, je ne connais pas la proportion exacte de patients qui font des effets secondaires à l'immuno, mais on a quand même une certaine proportion de patients qui doivent arrêter l'immuno pour ces raisons-là, oui. Ah, qui doivent carrément arrêter. Oui. Combien de fois tu dis alors ? Ah oui, sur 1 an, toutes les 3 à 6 semaines. Ça dépend quel schéma on choisit. Donc ça veut dire qu'il y a combien de... Il y a 18. À 18 cures. Alors j'ai une petite question parce que tu parles de 18 cures et que certaines personnes doivent arrêter. Est-ce que toi, ça t'ennuie de devoir l'interrompre ? Non, ça ne m'embête pas de devoir arrêter un traitement, simplement parce que si on doit l'arrêter, c'est que la toxicité est plus grande que le bénéfice. Donc c'est toujours un rapport risque-bénéfice, et ça, c'est tout l'art aujourd'hui en oncologie, dans le côté curatif, c'est qu'on veut guérir le patient, mais l'idée, on le pousse vraiment tout proche de la falaise, mais on veut pas qu'il tombe. Donc on va aller loin dans les traitements, mais il y a des réalités de chacun, propres à chacun, surtout en fonction de l'immunité. C'est vraiment quelque chose, chacun réagit très différemment. On ne va pas pousser, on va tout faire pour donner le traitement standard, réputé efficace et le plus... Mais s'il y a des toxicités, on l'arrêtera, sans que ce soit un problème pour l'oncologue, oui. Alors, moi, j'ai une petite question. Donc, si le patient c'est peut-être pas une question correcte, mais si le patient a très fort réagi à l'immuno, ça veut dire qu'il a bien réagi, que l'immuno a été très efficace ? Oui, alors c'est pas on peut pas y répondre clairement parce que sinon tous ceux qui n'ont pas de réaction se diraient que ça n'est pas efficace. Non, c'est pour ça que je dis arrêter un traitement plutôt pour toxicité, c'est-à-dire parce que le patient a très fort réagi à l'immuno, ce n'est pas spécialement mauvais dans mon esprit, non. Okay. Oui. Par rapport au traitement, pour clôturer les options dans les triples négatifs, aujourd'hui, il y a un traitement ciblé pour ces fameuses 15% de cancers du sein triple négatif qui ont une origine génétique. On va privilégier, à partir du 1er juillet, le remboursement d'un traitement ciblé sur la mutation génétique.
C'est fou, il y a de plus en plus, c'est incroyable. Et donc ça, c'est des patientes qui vont pouvoir bénéficier. Donc tu vois, on a dit les triples négatifs, peu d'options de traitement, mais finalement, si on réfléchit, il y a quand même plusieurs types de chimiothérapie. Les taxanes et anthracyclines qu'on donne quasiment dans la majorité des cancers du sein, pas tous, mais dans une grande partie. Mais on a accès à la capecitabine, qui est un traitement qu'on donne que dans les triples négatifs. Donc chimiothérapie orale. Donc schéma classique, si on récapitule, les chimios classiques plus l'immuno. Plus l'immuno, donc on a l'immuno. Oui. On a cette fameuse chimiothérapie orale qu'on ne donne pas dans les autres sous-types de cancer. Jamais dans le cadre du cancer hormonodépendant. Non. Ok. Ça, c'est celui qui vient après, alors, après l'opération. Et puis, on a quand même accès, s'il y a la présence d'une mutation génétique, à une thérapie ciblée de la mutation génétique. Donc, on a vraiment une panoplie, on a de plus en plus une panoplie d'outils et d'armes à notre arc pour réagir à ça. Et donc, à cette fameuse... je pense qu'on peut dire que c'est une fausse idée de penser que le triple négatif a un moins bon pronostic. Je pense que tout est une question de caractéristiques prises au départ, comme pour tous les cancers, c'est-à-dire de taille et d'envahissement ganglionnaire. Il est vrai que le triple négatif se développe plus vite, et donc la taille grandit plus rapidement, l'envahissement ganglionnaire est plus rapide, mais si on le prend bien à temps, comme pour les hormonosensibles, comme pour les nœuds amplifiés, le pronostic peut être très bon, oui. Alors moi, j'ai une question par rapport à la rémission. Parce que finalement, les hormonodépendants, tant qu'on a des hormones dans le corps, on est quand même à risque. Donc, il y a cette hormonothérapie qu'on prend 5 ans, 7 ans, 10 ans. Qu'est-ce que tu peux dire des triples négatifs? Parce que finalement, ils sont pas sensibles aux hormones. Donc... Alors, ce qui est intéressant dans cette question, c'est que ça clôture sans doute, et ça revient au début. Un triple négatif, sa présentation est très rapide parce que les cellules ont un indice de prolifération élevé. Donc c'est très agressif, ça apparaît rapidement. Et donc, si ça doit revenir, si jamais il devait y avoir une récidive, la récidive, elle revient rapidement. Elle va pas revenir 10 ans après. Ça n'existe pas. Un cancer du sein triple négatif, c'est vraiment un cancer qui, s'il doit récidiver, malheureusement, il récidive vite. Et donc, vite, ça veut dire dans les 2-3 ans? Dans les 2-3 ans, oui. Okay. Dans les quelques mois à 2-3 ans. Voilà, c'est une information qui peut être terrorisante, vraiment, mais il faut savoir qu'un cancer du sein triple négatif, une fois qu'il a dépassé les 3 ans du diagnostic, on peut le considérer comme guéri. Et à 5 ans, on peut vraiment le dire et le crier haut et fort. Non, mon cancer ne reviendra pas. Alors, je mets une toute petite nuance, c'est qu'il existe des sous-types dans le triple négatif. Voilà, la majorité sont comme je le dis, comme on vient de l'expliquer, oui. Ce qui n'est pas du tout le cas d'un hormonodépendant qui peut récidiver 10 ans plus tard. Aussi parce que l'hormonodépendant a une prolifération beaucoup plus lente, raison pour laquelle parfois il est présent dans le sein depuis plus longtemps, raison pour laquelle, parfois, en effet, moins grand, moins d'envahissement ganglionnaire, mais surtout, c'est la raison pour laquelle les cellules sont capables de rester endormies plus longtemps et se réveiller des années plus tard. Et c'est la raison pour laquelle, récemment, on a prouvé qu'une hormonothérapie de 10 ans, dans certains cas, de taille et d'envahissement ganglionnaire, était plus pertinente qu'une hormonothérapie de 5 ans. Ok. Alors, on entend quand même aussi souvent des femmes qui sont touchées par le triple négatif dire « Oh, vous avez de la chance d'avoir une hormonothérapie, évidemment. » C'est compréhensible, hein? Ça vaudrait la peine qu'elles discutent entre elles. Alors, c'est vrai que... Bon, moi, tu me connais. Hein. Moi, l'hormono, je trouve que c'est tellement un challenge au quotidien que... Mais cette période charnière, comme ça, ces 3 ans, elle rêverait d'avoir une petite protection en plus, quoi. Voilà. Et c'est là où on revient à mon discours sur l'hormono, c'est que ça doit devenir votre meilleur allié. Et sans doute que les femmes... ou les hommes, mais les femmes, disons, confrontées à un cancer du sein triple négatif, elles ont une anxiété tellement grande qu'elles aimeraient avoir ce meilleur allié à prendre tous les jours dans l'idée de, ça me protège. Voilà. Oui, pour cette période, comme tu dis, de charnière. Mais c'est au prix de tout ce que tu connais. Mais écoute, merci 1000 fois, Daphné. Je pense qu'on a bien couvert le sujet et c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que on sait pas toujours tous ces mots et même l'entourage aussi. Je trouve ça intéressant parce que, moi, quand j'ai été catapultée là-dedans, je savais pas ce que c'était triple négatif, hormonodépendant. D'ailleurs, il y a une fille qui m'a contactée qui m'a dit j'ai un triple négatif et toi? Et donc je suis arrivée chez mon oncologue. Je dis ça s'appelle comment mon cancer? Je savais pas. Et donc voilà, merci en tout cas de nous éclairer là-dessus. Est-ce que tu veux éventuellement faire une petite conclusion, même si tu as déjà conclu quelque part? Je dirais que
Le terme triple négatif, c'est juste un sous-type de cancer du sein. C'est pas le plus fréquent, puisqu'il représente 15%. Voilà, c'est un sous-type comme un autre, avec des caractéristiques qui lui sont propres. Et je pense qu'on doit rester très objectif, voilà, dans la manière de catégoriser et de nommer les choses. Et je ne pense pas qu'on peut aujourd'hui encore dire que c'est d'office un cancer de plus mauvais pronostic. Non. Ok. Oui, je te pose encore une petite question. Donc la recherche a quand même énormément avancé pour ce type de cancer. Oui, et avance encore. Et avance encore. Merci beaucoup, Daphné. Avec plaisir. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.